Après avoir clarifié ce qu'est l'hypnose, d'où elle vient et pourquoi elle est souvent mal comprise, je vous propose de changer de focale. On va maintenant parler des trans chamaniques, de l'hypnose de spectacle et de la question centrale de la manipulation. Puis on va rentrer dans le cœur du sujet médical avec la douleur, la chirurgie, les maladies chroniques, l'auto-hypnose, mais aussi les limites et les précautions indispensables. Bref, ce que l'hypnose peut faire et surtout ce qu'elle ne doit pas faire. C'est parti pour la suite de mon échange avec Jean-Marc Benayem. En Amérique du Sud, dans la culture sud-américaine, il y a aussi les chamans qui utilisent le phénomène de transe. Est-ce qu'il y a une différence entre la transe chamanique et la transe hypnotique? À vrai dire, tout dépend de l'intention. Il me semble, mais bon, je n'ai pas forcément tout étudié, il me semble que parfois, pour faire une transe chamanique, ils utilisent parfois quelques plantes un peu bizarres, ayahuasca, etc., et en disant qu'en fait, on n'a pas besoin. Voilà, on peut par exemple écouter la musique, on peut par exemple regarder un beau paysage et on rentre en transe. Et là, c'est une transe chimique un peu forcée, voilà, et qui peut plutôt faire délirer. Et l'idée, c'est pas de faire vraiment délirer quelqu'un, parce qu'il va peut-être avoir des hallucinations, il a peut-être une fragilité psychiatrique, donc il faut se méfier de ces transes un peu bizarres, chimiques, et on peut faire la même chose en Europe, si je puis dire, ou dans le monde entier, sans médicaments, sans drogue, sans cocaïne. Mais le fait est qu'en pathologie, on voit ça. Finalement, quand un gars vient, consulte et dit « je voudrais arrêter la cocaïne », je dis « mais pourquoi vous prenez de la cocaïne ?» Eh bien, mais ça me met dans un état de manie, super, j'ai un plaisir. Il cherche une transe, sauf qu'il a des effets secondaires à cette transe, à cause de la substance, bien sûr. Et donc, on travaille pour qu'il dise « mais vous pouvez très bien planer, vous n'avez pas besoin de prendre de la cocaïne ». Bon, c'est peut-être moins intense, mais c'est suffisant. Tout à l'heure, on a cité Franz Anton Mesmer. Il y a un autre Mesmer qui est aujourd'hui très connu, c'est l'artiste qui passe à la télévision, qui fait des spectacles d'hypnose qui sont très impressionnants. Quand on voit ça, on se pose quand même la question, est-ce qu'on peut pas être manipulé sous hypnose? Je suis allé un jour à un spectacle de ce Mesmer. C'est un Canadien, et les Canadiens n'en veulent plus. Ils nous l'ont envoyé, enfin il est venu, et à la fin du spectacle, je l'ai vu, il y avait France 2 qui nous filmait, et je lui ai dit « Monsieur, vous êtes très fort, vraiment, vous savez bien, mais c'est pas de l'hypnose. » Alors il me regarde comme ça, il me dit « Ah bon ?» Je lui dis « C'est de la manipulation. » C'est-à-dire, vous faites un spectacle dans votre intérêt à vous, pour que vous soyez admiré par vos capacités d'induire l'hypnose. Et dis-nous, c'est l'inverse. En médecine, dans le soin, on fait des transes pour que le patient y change, pas pour nous avoir du succès. Donc on est tourné vers quelqu'un qui souffre, alors que vous êtes tourné vers vous. Est-ce que on va m'applaudir, mon spectacle va être rentable, je vais avoir un grand public? C'est de la manipulation. C'est pas de l'hypnose. Il était pas content. Hein. J'imagine, je m'attendais pas à cette réponse. Pas du tout, oui. Mais Il veut plus me voir depuis. Dans d'autres émissions, on était invités tous les deux et il refuse de venir parce que... Mais je dis la vérité, je dis pas du mal. Bon, lui... Un jour, j'ai reçu une patiente qui, après la séance, c'est-à-dire, il fait monter sur scène, il leur dit, voilà, des choses bizarres, tu es en train de dormir, ou bien tu es une femme, ou tu es un homme, ou tu as un bébé, ou tu fais du jardinage, enfin, il manipule pour que le public rit. Et puis, une fois qu'elle a fini le spectacle, elle dit, c'est bien, merci, toc, il renvoie tout le monde. Eh ben, il y avait une fille qui vient me voir un jour en me disant, je suis toujours dans cette transe. Je lui ai dit, monsieur, je vais pas bien. Elle n'arrivait pas à sortir de la transe. Et plusieurs jours après, elle me dit, je lui dis, vous y êtes encore? Elle me dit oui. Elle me dit, je me sens pas bien. Elle était en fait comme dissociée. Tellement elle avait été manipulée, un peu ridiculisée sur scène, parce qu'il faut amuser le public. Et on a refait, bien sûr, la transhypnose pour qu'elle réassocie et qu'elle tourne la page de ce spectacle un peu malveillant, voilà, qui l'a beaucoup inquiété, angoissé. d'accord.
Les chamans, les spectacles, est-ce que ça participe parfois à l'image, une mauvaise image de l'hypnose? Il y a les deux. C'est-à-dire, à la fois, comme vous l'avez dit, on peut voir ça comme une manipulation. Par exemple, j'ai des patients de temps en temps qui viennent et qui disent voilà, je voudrais arrêter de fumer ou je voudrais arrêter de boire. Ils me regardent comme ça avant le début de la séance. Il me dit qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre le pouvoir sur moi? Vous allez me manipuler? Alors je le regarde, je dis non, non, je vais vous démanipuler. Vous avez été manipulé par l'industrie, le commerce. Il vous propose quelque chose qui vous détruit, vous avez dit oui. Vous avez vu qu'on fait de vous ce qu'on veut. Elle me dit, ah bah oui, parce qu'il y en a qui me disent, est-ce que je suis influençable? Je lui dis, bah oui, vous voyez bien qu'on fait de vous ce qu'on veut. Et donc mon travail, c'est pas de vous manipuler, mais au contraire, que vous puissiez dire non à quelque chose de malveillant à votre égard. Et donc, d'une certaine manière, tous les humains sont influençables. Sinon, on n'aurait pas pu apprendre à lire, à écrire. Bah oui, c'est comme ça. Et donc, l'hypnose, c'est plutôt celle qui nous intéresse. C'est plutôt ne pas faire comme la pub ou comme je ne sais quelle industrie. C'est plutôt que la personne puisse dire non. On va parler un peu des applications de l'hypnose. Dans quels domaines médicaux y a-t-il désormais des preuves scientifiques de l'efficacité de l'hypnose? Les premières années, enfin en tout cas quand je me suis intéressé, les preuves les plus fréquentes étaient au bloc opératoire. C'était donc pour ça d'ailleurs qu'on avait surtout beaucoup d'anesthésistes, on en a encore beaucoup à la Pitié qui viennent de s'inscrire. On a aussi des gynécos, donc on a beaucoup de professionnels qui travaillent dans le domaine de la douleur. Et pourquoi? Parce que c'est là où il y avait le plus d'études cliniques, donc ça les a rassurés. Et depuis, heureusement, il y a d'autres études qui sont venues sur les addictions, sur l'anxiété, sur différentes pathologies, je dirais, dites psychosomatiques, c'est-à-dire où il n'y avait pas des céphalées de tension, les migraines, etc. Et ça rassure beaucoup les soignants qui disent « Attendez, je me lance dedans que s'il y a des preuves, sinon je vais me ridiculiser. » On va dire « Mais qu'il est bizarre, il y va sans certitude. » Tandis que là, on a des preuves, voilà, c'est bien référencé, et on a de plus en plus de collègues, voilà, on a fait des études, voilà, j'ai fait une étude sur des soignants sur des volontaires, pardon, pour voir comment on pouvait modifier, calmer, transformer. Voilà, c'est beaucoup de travaux qui sont vraiment intéressants. En néphrologie, donc c'est mon quotidien, parfois on se pose la question dans des situations comme des biopsies rénales ou des ponctions de fistules pour la dialyse, si on ne peut pas utiliser l'hypnose. Puisque les humains ont cette capacité à s'éloigner de leur corps dans un contexte bienveillant, alors l'hypnose va leur permettre de mieux supporter une chimiothérapie. On nous en envoie régulièrement qui sont suivis en oncologie. Donc l'hypnose va leur servir à mieux supporter le diagnostic, la thérapie qui leur donnait des nausées, la peur d'aller refaire la perf, etc. Et donc d'une certaine manière, on modifie en quelque sorte. Comment on modifie? Eh bien, on va mettre sur le soin qui est nécessaire des connotations positives. Ressentez la bienveillance des soignants qui vous accueillent. Et parfois, il faut qu'on forme aussi les soignants, bien sûr, pour que l'accueil soit bienveillant, agréable, respectueux. Et dès que le patient sent, oui, c'est vrai qu'ils font ça pour mon bien. Ah, c'est vrai que c'est une bulle. Donc, on travaille pour que la personne soit dans une bulle où elle se sente en sécurité. Et le fait est que ça nous permet, voilà, de faire, je dirais, beaucoup de formation sur les soignants qui accueillent en néphro, en dialyse, en perfusion. Très bien. Vous citiez les anesthésistes tout à l'heure. Chez les malades chroniques qui ont des antécédents assez lourds, parfois il y a une contre-indication à l'anesthésie générale. Est-ce qu'on peut réellement faire de la chirurgie sous hypnose? Il y a quand même des limitations. C'est-à-dire,
les chirurgies qu'on peut faire sous hypnose avec anesthésie loco-régionale, ce sont essentiellement des chirurgies de surface, c'est-à-dire la thyroïde, parfois des coloscopies, retirer un ganglion. C'est-à-dire à chaque fois qu'on peut faire de l'anesthésie loco-régionale, alors on peut rajouter l'hypnose qui permet de calmer le stress, de faire en sorte aussi que les suites opératoires se passent mieux. Ça, c'est vraiment utile. Et puis aussi, parfois, de réduire les doses de médicaments. Parce que, comme la personne se sent plus tranquille, plus détendue, donc l'anesthésiste, il injecte un petit peu moins. Mais pour remplacer l'anesthésie générale, non. Non, non. Par contre, on voit des collègues, médecins, réanimateurs ou bien chirurgiens, qui vont voir le patient avant la chirurgie. Et de ce fait, en faisant une séance d'hypnose avant et après, éventuellement, de façon à voir comment le patient ressent. Par exemple, un jour, je vais voir une patiente qui doit avoir une opération du cerveau, chirurgie. J'arrive dans le bloc opératoire, son pouls est à 120. Donc le chirurgien me regarde et me dit « Vous pouvez faire quelque chose ?» Je lui parle, on fait la séance et on voit le pouls qui descend à 80. Lui aussi, il regarde et dit « Ah bon? Bah oui, c'est un être humain. On peut discuter et apaiser ses peurs, etc. » Et une fois que le pouls est descendu, il dit « Merci » et hop, il est parti au bloc opératoire. Donc, c'est constaté, ça aussi, bien sûr. Et l'un des domaines les plus fréquents, je pense, dans l'utilisation de l'hypnose, c'est la douleur. Est-ce que vous l'utilisez de la même manière pour une douleur aiguë ou une douleur chronique? Alors, c'est très différent parce que la douleur aiguë, c'est un soin essentiellement. C'est-à-dire, on va mettre ou une perf ou un soin dentaire, donc c'est simple. On détourne la tension, ça va suffire. Pour la douleur chronique, ça va pas suffire. En fait, on ne sait pas pourquoi elle est devenue chronique. Est-ce qu'elle est chronique parce qu'on n'a pas abordé correctement le sujet depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans? On n'a fait donner que des médicaments et on n'a jamais vu en profondeur. Est-ce qu'elle est chronique parce que j'imite papa, maman qui ont toujours mal au ventre, donc moi aussi? Donc il faut fouiller. Et donc dans la douleur chronique, non, il faut changer en profondeur. Est-ce que monsieur, madame, vous voulez bien ne plus imiter les migraines de maman? Est-ce que vous êtes d'accord? Tous les examens sont normaux. Est-ce que vous êtes d'accord pour faire la paix avec votre ventre que vous détestez? Est-ce que vous êtes d'accord pour vous réconcilier avec? Et là, on va avoir un changement plus profond et plus durable. Il y a cette idée de certaines personnes qui se disent non hypnotisables. Est-ce que l'hypnose, c'est possible pour tout le monde? Il arrive que des personnes, par exemple, il y a quelques jours, je vois une dame qui me dit, elle vient pour des douleurs, algodystrophie, douleurs dans tout le corps, hein, et elle me dit, bon, ben merci, c'est ma deuxième séance, mais en fait, elle me dit, je suis beaucoup dans le contrôle, donc elle est très hypnotisable, mais elle refuse parce qu'elle se sent crispée, elle est dans la maîtrise. Donc quelqu'un qui se dit ou qu'on dit peu hypnotisable, non, c'est quelqu'un qui veut maîtriser parce qu'il dit il va se passer quoi, etc. Mais c'est ça la pathologie, c'est de vouloir maîtriser l'immaîtrisable et de pas s'abandonner. Alors on a travaillé ça, je lui ai dit écoutez, on va travailler le fait que dans la vie, elle me dit oui, c'est vrai, je suis très exigeante, oui, c'est vrai, je suis perfectionniste, oui, c'est vrai. Je lui dis ben voilà, c'est ça qui cause le problème, qui fait que votre corps se durcit tellement vous cherchez la perfection, que tout le monde vous aime, d'être irréprochable. Je dis, il faut lâcher, on est tous imparfaits, et même nuls parfois dans certains domaines. Elle me dit ah oui. Oui, mais je suis comme ça depuis que je suis enfant. Ben oui, j'ai dit, mais pourquoi? Elle me dit, j'avais des parents très sévères, mon père me battait, me giflait. Ah, j'ai dit, ben ça va, j'ai compris. Et donc, quelque chose auquel on s'est habitué, c'est-à-dire une tension du corps qui finit par donner des douleurs, évidemment, et la personne, parfois, s'est habituée tellement à ces douleurs, à ce
pas à ces douleurs, mais à cette contracture plus exactement, que c'est ça qui est censé la protéger. Et donc, elle ne veut pas relâcher. Donc, en quelque sorte, j'avais lu un jour un livre, si on a le temps d'en parler, d'un Allez-y. philosophe américain qui raconte comment, après une joute, le chevalier descend du cheval, son serviteur veut lui enlever l'armure, le casque, et il dit non. Il dit quoi non? Il dit ça m'a protégé pendant la joute, Moyen Âge, donc j'enlève pas. Eh bien, c'est souvent comme ça que ça se passe. La personne s'est protégée comme avec une armure. C'est quoi l'armure? C'est un corps contracturé. Et quand on lui dit, tu relâches, il dit, non. Si je relâche, je vais subir. Parce que quand mon père me frappait, je me contractais. Ou quand ma mère faisait une crise d'angoisse, je me contractais. Donc je relâche pas. Et c'est ça les résistances que nous pouvons tous avoir, c'est-à-dire un corps qui reste crispé pour me défendre. Oui, mais je lâche pas l'armure. Et le gars, il dit, mais elle fait 50 kilos, faut que tu la lâches, l'armure. Et il dit, non, ça m'a protégé, je la garde. Donc, vous voyez comment ça peut nous rendre un peu fous d'avoir souffert dans l'enfance et de garder une maîtrise qui n'a plus d'intérêt, puisque c'est bon, j'ai passé l'âge. Oui, mais je garde quand même. Et c'est ça le travail de l'hypnose, c'est que la personne accepte en quelque sorte de lâcher tout ce qui l'encombre aujourd'hui. Dans le monde de l'hypnose, il y a aussi l'auto-hypnose. Comment ça se distingue d'une hypnose faite par un thérapeute? C'est tellement demandé qu'un jour, un éditeur me dit vous pouvez, Flammarion, faire un livre sur l'auto-hypnose. J'ai dit non, parce que moi je fais de l'hypnose, donc l'auto-hypnose, je leur enseigne. Une fois qu'ils consultent, je leur dis madame, monsieur, voilà quel exercice vous pourriez faire. Elle me dit oui, mais il y a peut-être des gens qui n'ont pas envie de consulter. J'ai dit bon, d'accord. Et donc, j'ai fini par faire Hypnose-toi toi-même, un livre sur l'auto-hypnose, pour que la personne puisse dire, bon, j'ai pas envie de consulter, je vais y arriver tout seul. Et le fait est que j'ai régulièrement des gens qui disent, j'ai lu votre livre pour arrêter de fumer, j'ai lu votre livre d'auto-hypnose. Et puis, je l'ai lu à ma compagne. Voilà, ils ont fait le soignant et elle s'est arrêtée de fumer. Et puis, etc. Donc, je dis, ok, super. Donc, voilà. Donc, l'auto-hypnose, en fait, c'est ce qu'on fait nous-mêmes spontanément, bien sûr. Par exemple, il y a 10% ou 12% de personnes qui arrêtent de fumer toutes seules, en lisant rien. Hein. Elle dit, bon, j'en ai marre. Qu'est-ce qui t'arrive? Oui, je sais pas, je supporte plus l'odeur, ça me dégoûte. Donc, il y a 10-14% de personnes fumeurs qui s'arrêtent. Donc, ils ont fait de l'auto-hypnose. Et puis, parfois, on peut les aider en disant, voilà, lisez ce livre, enfin, vous faites un exercice et vous allez voir, vous allez sentir la différence. Donc, on peut faire soi-même, on peut bouquiner, s'entraîner, on peut faire aussi de la méditation, ça pourquoi pas. Vous avez quelques astuces comme ça à nous délivrer pour faire de l'auto-hypnose au quotidien, pour du stress, de l'anxiété? Ce matin, une dame, elle me dit, j'ai beaucoup de pensées parasites. Ah, je lui dis, ok. Donc, je lui dis, elles sont dans la tête. Elle me dit, oui. Ah, je lui dis, très bien, voilà l'exercice. Laissez toutes vos pensées parasites qui sont dans la tête, laissez-les descendre dans les épaules, dans les bras, dans les jambes, dans les pieds. Elle me dit, d'accord, elle hoche la tête parce qu'elle est en transe. On ne parle pas en transe. Et puis après, quand la séance se termine, je lui dis, ça va? Elle me dit, j'ai laissé les pensées descendre comme si c'était un flot de pensées. D'ailleurs, on dit souvent un flot dans les bras, les jambes. Et alors, elle me dit, c'est sorti aussi par les pieds. Et en fait, elle les a expulsés par les pieds. Je lui dis, voilà, c'est super cet exercice. Vous l'avez vécu comme vous aviez envie. Et donc, quelque chose qui était dans la tête, qui tournait, qui me tourmentait, que je ressassais, etc., voilà, ça descend.
Si ça reste dans le corps, ben le corps va les broyer, va les disperser, va les aimer. Voilà, je vais les digérer. D'ailleurs, souvent on dit ça, ah, t'as pas digéré. Ben si, ça y est, j'y vais, je digère. Et elle m'a dit, ben ça part par les pieds, ça s'en va. Donc elle en veut même pas. Est-ce qu'il n'y a pas parfois un risque de dissociation, comme vous le disiez tout à l'heure, si on utilise trop l'hypnose, surtout sur des terrains un peu fragiles psychologiquement? Absolument, il faut être attentif. C'est pour ça qu'on préfère, enfin, pas qu'on préfère, il faut que l'hypnose soit pratiquée par des professionnels de santé qui repèrent des états de fragilité psychiatrique, psychologique, ok? Et donc, il arrive que je propose à des patients que je sens très, très sensibles de rester les yeux ouverts et de pas vivre de dissociation, mais au contraire d'être complètement dans une réassociation. Par exemple, l'exercice qu'on vient de voir ensemble, où la personne fait que toutes ses pensées descendent dans le corps, en fait, c'est une réassociation. C'est-à-dire, laissez-vous ressentir vos bras, vos jambes. On va pas lui demander de visiter un monde. Non, non, non. Il faut que la personne soit très présente. Et pas je m'en vais voyager, je me promène dans les nuages. Non, non. Il faut qu'elle soit présente pour justement éviter qu'elle se dissocie, qu'elle soit trop ailleurs, parce que c'est ça sa fragilité. Donc, on vérifie, on demande aux gens, qu'est-ce que vous prenez comme médicament? Avez-vous déjà fait des tentatives de suicide, des trucs? Voilà, on sait comme ça à qui on a affaire. Et on travaille pour que ce soit vraiment bénéfique. Donc vous préconisez que l'hypnose soit faite uniquement par des professionnels de santé. Et chez les professionnels de santé, est-ce que vous suggérez des précautions particulières pour ne pas que les pratiques soient déformées? Bon, le plus simple, c'est de se former, et c'est de perfectionner, et de lire. Voilà. Et dès que les collègues ont bien travaillé le sujet, vous voyez des collègues qui disent ah ben moi je suis dentiste donc je suis à l'aise, mais ah non, des fois c'est psychiatrique, non monsieur madame je sais pas faire, et on voit à quelqu'un d'autre, parce que des fois les patients nous demandent des choses qui ne relèvent pas de nos compétences. Donc, on doit bien écouter. Et puis, si on se sent à l'aise parce qu'on est bien formé, qu'on a déjà fait plein de cas cliniques, tout va bien. Si on dit que non, ça c'est trop bizarre, c'est pas pour moi, c'est pas mes compétences, ben on l'envoie à un collègue qui saura aborder ce sujet d'une meilleure manière. Très bien. J'ai une dernière question. Quand on pratique l'hypnose, est-ce que quelque part on est un artiste? Les patients veulent nous voir comme des voyants, des artistes, des magiciens. C'est vrai que pour pouvoir travailler cela, il faut tellement être dans le sensoriel, c'est-à-dire le feeling de l'autre. Et qui développe le sensoriel? Ben, les artistes. La musique, la peinture, le dessin, la sculpture. Parce que je ne peux pas faire un tableau uniquement avec le raisonnement. Mais non, je dois attendre une inspiration. Eh bien, c'est vrai que quand on est devant le patient et qu'on dit « mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire ?» Eh bien, on attend qu'il y ait une lumière qui nous vienne. Donc, c'est à la fois le thérapeute qui a le même chemin que l'artiste. Bon, l'artiste, c'est-à-dire qu'il va trouver la métaphore qui convient. Pas un artiste, c'est pas tourné vers soi. Hein. L'artiste, il est tourné vers l'extérieur. Il ressent un paysage. Il a quelque chose qui lui arrive comme une lumière et hop, il prend le pinceau et il se met à peindre. Voilà, c'est complètement, ou le musicien aussi. On est complètement tourné vers l'extérieur et nous, on est tourné vers ce patient qui vient, qui va pas bien, pour savoir, mais qu'est-ce qui va créer un lien et une métaphore appropriée? Quel est l'exercice qui va sortir ce patient de la souffrance? Et donc, c'est vrai que ça ressemble à une création artistique. Merci beaucoup, Jean-Marc. C'était une chance de vous avoir. C'était très enrichissant. On aurait pu parler pendant encore longtemps, mais on ne peut pas trop allonger la durée de l'épisode. On peut retrouver vos livres en librairie. Il y en a de nombreux si les auditeurs veulent en savoir plus sur l'hypnose.
En tout cas, merci et je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci Anthony, parce qu'il y a effectivement de plus en plus de collègues qui s'y intéressent et qui trouvent que ça peut aider aux soins. Donc c'est ça qui compte. Merci pour l'invitation. À bientôt. À plus tard, bien sûr, avec plaisir. Si vous avez été hypnotisé par Jean-Marc Benayem, vous pouvez revenir à la réalité. Vous avez bien écouté un épisode du Néphro Social Club et j'espère qu'il vous a plu. Pour m'aider à avoir toujours plus d'invités exceptionnels, vous pouvez partager les épisodes à vos proches, vous pouvez vous abonner, vous pouvez laisser des commentaires sur les plateformes de podcast et sur YouTube. Je vous dis à très bientôt.